vérité en face autour de deux grandes questions ce matin. Marine Le Pen dans la tourmente avec son procès et les incertitudes pour sa candidature en 2027. Est-ce qu'il y a de l'acharnement ou est-ce tout simplement la justice qui passe? J'aimerais bien vous entendre. 0826 300 300. Débat à 9h30 en tout cas avec Éric Tegner du Média Frontières et Alex Darmon, journaliste politique de la chaîne YouTube aussi Les Indécis. Et cette question que nous avons posée à travers nos sondages en fait hebdomadaires de l'IFOP pour Sud Radio et Fiducial, notamment sur le souhait de Marine Le Pen, de candidature de Marine Le Pen à la prochaine présidentielle. Est-ce que ça a bougé compte tenu de ce qui se passe? À votre avis, ça bouge ou pas? Est-ce que vous souhaitez toujours que Marine Le Pen se présente? Eh bien, vous dites oui pour 48% des Français. C'est même en augmentation par rapport à il y a quelques années. Nous en parlerons tout à l'heure. Il y a beaucoup d'autres questions qui sont très intéressantes. Avant cela, la vérité sur une histoire de vie complètement dingue, avec des mystères révélés sur les services secrets français, la cavale de Colonna et bien d'autres choses, avec les confessions de Jo Peraldi, l'une des figures corses de ces 40 dernières années. Son livre est dans le top 5, je vous le disais, des ventes. Ça se lit comme un roman, coécrit avec Frédéric Ploquin, confession d'un patriote corse des services secrets français au FLNC. Bonjour Jo Peraldi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour à vous. Je le disais, vous nous racontez tout. Alors, sur la Corse du Maquis, la cavale de Colonna, les échanges avec les policiers, avec Gaston Defer, maire de Marseille à l'époque, ministre de l'Intérieur, patron de la Provence également, qui a été votre patron, parce que vous étiez, vous allez nous dire si c'était une couverture ou pas, mais j'ai l'impression que non, c'est ce que vous racontez. Vous étiez quand même journaliste, photographe de presse, et vous avez eu accès à certains moments donnés à des situations complètement dingues, quoi. Et puis vous parlez aussi, Charles Pasqua, des règlements de compte en Corse. Oui. Je sais pas si ça va vous parler. Orsoni, Santoni, en fait tous ces gens qui ont été tués par balle, abattus, les fameux règlements de compte entre les deux camps. Oui, bien sûr, FLNC, Canal Historique, et puis tout à fait. Et les autres. Jo Peraldi, pourquoi aujourd'hui raconter en fait tout cela? Et est-ce que vous ne risquez rien d'ailleurs en révélant tout ça, notamment sur la cavale de Colonna? Parce que quand on lit ça, moi, je me suis beaucoup intéressé à ça, mais je n'avais jamais vu et jamais lu ce que vous écrivez. Vous ne risquez rien aujourd'hui? Non, absolument pas. Enfin, du moins, je l'espère. Oui. Je ne vois pas, car l'ensemble des gens qui ont pu l'aider, le cacher dans des appartements ou voilà, n'ont jamais été poursuivis, sont passés devant la justice et acquittés. On n'a pas eu de suite. Oui. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, Yvan Colonna est mort. Oui, c'est vrai. Donc, je crois que l'affaire s'arrête là. Oui. Oui. Et puis la manière dont il a été condamné. C'est vrai qu'il avait été condamné pour l'assassinat du préfet Erignac. Ouais. Mais toujours est-il qu'il a été tué dans une prison de la manière la plus inimaginable, par un radicalisé. Qui avait reçu l'ordre, de nommer Ali, qui était dans les attentats de 95 à Paris, et il a vu ce gars en disant Colonna a blasphémé le prophète, il faut l'éliminer. Il est vrai qu'Yvan Colonna ne voulait pas entendre parler de religion. Ouais. Il lui a fait comprendre que toutes les religions l'intéressaient pas. Ça, on en est sûr, ça, Frédéric Ploquin. Oui, c'est sûr. On en est sûr, de ce qui s'est passé précisément pour Colonna, parce que j'ai vu l'enquête et tout, mais tout de même... Même si ça se passe dans le huis clos d'une prison, on a réussi à reconstituer à peu près les faits. Et c'est assez simple, finalement. Le seule chose, l'anomalie énorme que l'État s'est autorisé, que l'administration pénitentiaire s'est autorisée, c'est que normalement, comme l'explique très bien Jo Peraldi, un détenu radicalisé de la sorte, qui est particulièrement surveillé, n'a pas à avoir ce statut d'auxiliaire qui lui permet de circuler un peu partout, d'auxy comme on dit en prison, et d'amener les plats cuisinés aux uns et aux autres, et de circuler à droite à gauche. Donc l'anomalie énorme, c'est qu'en fait cet individu qui a assassiné
qui a assassiné Yvan Colonna en prison, cet individu n'aurait jamais dû avoir cette liberté de mouvement qui lui a permis de passer à l'acte. Alors on l'a fait passer à un moment donné pour un déséquilibré et tout. Non, il y avait. C'est ce qu'il essaye de faire croire. D'ailleurs aujourd'hui, tous ceux qui font des actes plus ou moins, même y compris ceux que dans la rue aujourd'hui, on a toujours la tendance à dire c'est un déséquilibré. Bon, c'est un prétexte pour ne pas essayer d'échapper à la justice. Et, alors que pour vous, bon, on verra aussi. Pour moi, il est radicalisé. Il l'a tué suite à cette affaire de Frédéric Ploquin-Broyer. C'est toujours en cours, ça, non? Oui. Il y a un grand mutisme sur la suite de cette affaire. On n'entend plus parler. Il y a une vraie attente en Corse. Il y a une vraie attente sur la suite, sur le procès il doit y avoir un procès. On ne sait pas dans quel... Non, mais c'est pour ça, c'est en cours. On ne sait pas dans quelle prison il est. On ne sait pas dans quelle prison il est. On ne sait pas où en est l'enquête. On ne sait pas quand il sera jugé. Et il y a une attente terrible en Corse, parce que. Mais cette mort a vraiment beaucoup contribué au fait que Joe-Peraldi et moi-même, à un moment donné, décidions de faire ce livre. Et je Pourquoi alors justement? Vous savez, c'est venu le jour où le drame est arrivé. Pour moi, c'est un drame, ce qui n'aurait jamais dû arriver, comme l'a expliqué Frédéric, dans une prison. Bon, mais le monde nationaliste, les familles nationalistes ont protesté, ont même commis des actes très durs en Corse. Et au troisième jour, ces familles nationalistes se sont accusées les unes les autres pour récupérer politiquement la mort d'Yvan Colonna. Moi qui l'ai connu, et je l'ai vu arriver très jeune dans son village de Cargèse, et rentrer de Nice alors que le père était ce que vous racontez dans le livre, député, bien sûr. Donc cette récupération politique m'a heurté. Au moment où le bloc nationaliste doit se former derrière cette mort et protester violemment, ensemble, avoir cette union, on s'est déchiré un peu plus. Et ça, je ne l'ai pas accepté. Et j'ai voulu, comme je le dis, remettre l'église au centre du village. Et régler. Et là, j'ai dit à Frédéric, on fait le livre. Et c'est parti de là. Sinon, j'avais pas trop envie de dévoiler certaines choses. Mais enfin, j'ai fait le livre. Qu'est-ce que vous n'aviez pas envie de dévoiler? À 84 ans, est-ce qu'on peut faire un livre comme ça? Est-ce qu'on en... c'est pas ça ressemble à un... Vous êtes toujours en vie, Dieu merci. Mais ça ressemble à un livre testament. Non, voilà ce que j'ai fait. Voilà non, c'est plus pour mettre les choses au point. Ceux qui liront le livre, qui sont en Corse, je vous invite. Comprendront. Et certains, en Corse et puis ailleurs. Et ailleurs, comprendront... dans les sous-entendus à travers les lignes, comprendront qu'ils sont visés et que maintenant, il faudrait peut-être écrire. J'ai écrit une page d'histoire, mais pas toute l'histoire, une grande page d'histoire. Vous voudriez
9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face ce matin. Tout à l'heure, on va parler de Marine Le Pen après 9h30. Juste avant ça, Jo Peraldi et Frédéric Ploquin pour ce livre, Confession d'un patriote corse des services secrets au FLNC aux éditions Fayard. Vous allez dire, oui, ces histoires corses, on a lu beaucoup de choses en fait autour, ça ne m'intéresse plus. Eh ben si, lisez ce livre parce qu'on apprend énormément de choses et ça se lit en plus comme un roman, mais un roman réel. Bien sûr. Je le disais, vous étiez un des boss. Oui, absolument. C'est vrai, du FLNC, en fait, vous avez essayé d'éviter aussi les bains de sang parce qu'il y a eu beaucoup de morts, mais il y aurait pu en avoir beaucoup plus dans les règlements de compte. Beaucoup plus. Entre les uns et les factions, autres, entre les deux factions. D'ailleurs, aussi au passage, il y a ce qui nous ramène à aujourd'hui, où l'une des plaies de notre société, c'est le trafic de drogue. À un moment donné, il y a les deals, il y a la drogue qui circule là-bas, et c'est vous, les autonomistes, qui faites le ménage, quoi, non ? Les nationalistes. Les nationalistes. Je précise, les autonomistes. Oui. Bon, d'accord, on va pas revenir dessus. Non, mais en 80, nous nous rendons compte que la Corse est touchée par l'arrivée de la drogue. Alors que ça n'a jamais été le cas. Devant pour nous, c'était quelque chose de très grave. Ça allait pourrir nos enfants, ça allait les intoxiquer. Donc on a dit, pas question de laisser rentrer la drogue. Et le FLNC décide, collectivement, bien entendu, avec une réunion où il y avait l'ensemble des responsables, de créer un groupe qui s'appelait A Drogue Avour, c'est-à-dire la drogue dehors. Et le but était d'éradiquer tous les trafiquants et tous les gros dealers. C'est ce qui s'est fait. En l'espace de 8 mois, il y a eu 17 ou 18 personnes assassinées. Y compris des Corses. C'était pas en fonction de leur nationalité. Et que vous disiez, alors il n'y avait pas des négociations directes, quoi que l'on apprenne, on apprend dans votre livre que finalement, avec les autorités, ça discutait d'une manière soit il y avait des passerelles. Il y avait des passerelles. Il y avait des passerelles, comme on dit. Avec que ce soit Charles Pasqua ou Gaston Defer. Charles Pasqua, c'était plus de la manipulation vis-à-vis de nous, donc on s'en méfiait. Mais il y avait des gens sincères. Il y avait également le Grand Orient. On avait des amis qui étaient... Grand Orient, donc à la franc-maçonnerie à Paris. Qui était aussi, et qui a continué plus tard. Il y avait aussi de gros fonctionnaires de police qui s'engageaient à discuter, à faire remonter les messages que nous avions. Ils le faisaient, mais sans... ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que vous apprenez, vous, Frédéric Ploquin, qui connaissait parfaitement les rouages, justement, de la police, de la gendarmerie, avec parfois des trafiquants, parfois des mafias, donc là, en l'occurrence aussi avec les nationalistes, pas les autonomistes, de Jo Peraldi. Qu'est-ce que vous avez appris à travers, vous, cette enquête en rédigeant, en fait, ce livre ? Tout, parce qu'en réalité, le FLNC, c'est une légende, c'est quelque chose, c'est une organisation clandestine qui est admiré, mais tout à fait méconnu. Et là, on amène vraiment le lecteur. Et moi, je me suis retrouvé dans l'arrière-cuisine, dans les arrière-salles, sur la manière à la fois dont on recrutait, dont Jo Peraldi triait les jeunes, cherchait à voir qui pouvait ou pas rentrer dans l'organisation, parce que c'est quand même pas n'importe quoi de s'engager là-dedans. On risque sa vie tous les jours. Il faut savoir ne pas raconter, ne pas raconter ce qu'on fait. Donc, toute cette organisation-là n'avait jamais été racontée. Et au-delà de ça, il y a effectivement les négociations avec l'État, le rôle de certains grands flics qui, là-dedans, ont joué plutôt les intermédiaires à un moment donné pour pacifier les choses. Et en fait, je veux dire, Jo Peraldi nous permet de découvrir ce qu'était vraiment cette organisation, quels étaient ses buts. Et il y a des choses qui... Je veux dire, le fait, par exemple, que la France n'était pas l'ennemi la France n'était pas le principal ennemi, on va dire, du FLNC. Le principal ennemi, c'était les clans corses. Ça, on le sait pas. Le fait qu'à un moment donné, Jo Peraldi, pratiquement avec ses amis de lutte, va affronter directement la mafia italienne qui est en train de pourrir un coin du sud de l'île, de privatiser une petite île, et que là, raconte-nous, je veux dire, là, à un moment donné, vous y allez. Oui, absolument. L'île de Cavallo avait été ce qu'on appelait l'île des milliardaires. En réalité, il y avait la mafia italienne derrière. Et l'argentier de la mafia italienne était un nommé Lilio Loricelli, lequel a été tué quelques années plus tard au Venezuela. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Et si vous voulez, on ne pouvait pas aborder l'île
si vous avez une famille, vous vouliez pique-niquer avec un bateau, vous arriviez, vous mettre sur le bord, il y a des agents, des vigiles armés qui vous demandaient de repartir. Ouais. C'était un lieu qui avait été annexé, qui appartenait à la mafia et à l'Italie presque. Ouais, ouais. Bon, devant les injonctions parce que l'île se trouvait quand même être sur la municipalité de Bonifacio. Ouais, ouais. Et malgré les injonctions à la fois du des préfets, l'autorité préfectorale, ils ne répondaient à rien. Ouais. Donc nous décidons, nous, un jour, dans la nuit du 5 au 6 janvier 90, 11 personnes, se mettre sur 4 Zodiacs dans une tempête épouvantable, la grêle, la pluie, tout ce que vous voulez. Nous avons débarqué. Et vous avez fait le ménage. Et nous avons démoli, détruit l'ensemble des centres vitaux de l'île. Ouais. On aurait dit que l'île avait été bombardée du ciel dans la nuit. Ouais. Il y avait eu 14 grosses charges importantes, reliées par 800 mètres de cours d'eau détonnants, mais enfin, ça, c'est des spécialistes comprendront. Voilà, qui ont sauté les unes après les autres et qui ont détruit complètement l'île. Ouais. Et là, ouais. Qu'on appelle les autorités, on peut retrouver. L'île aujourd'hui est sous contrôle de la mairie de Bonifacio et sous contrôle de l'État, y compris qu'on appelle la CDC maintenant, qui vient de préempter sur un terrain de 6 hectares. Ça, c'est une opération dantesque. C'est des opérations complètement incroyables. On voit que vous étiez quand même super organisé. À un moment donné, il y a en fait, vous enterrez l'un des vôtres. Hein. Alors, je ne sais plus si c'est dans votre camp ou dans un autre camp. Et il y a les policiers qui veulent intervenir à la sortie, en fait, pour arrêter, en fait, interpeller les cagoulés qui portent le cercueil. Oui. Et vous aviez prévu, si jamais ils étaient intervenus, vous aviez prévu un plasticage d'un pont pendant la nuit, et il ne serait pas reparti vivant. Il aurait pu avoir des dizaines et des dizaines de morts. Ça se passe dans un petit village nommé Stéphane-Garde, un village après Cargèse. Et il y avait un gars qui avait sauté sur la bombe. Il avait mauvaise manipulation. Et il saute sur sa bombe. Il y a les obsèques en lieu. Il y a 500 ou 600 gendarmes qui encerclent le village. Ouais. Et au moment, parce qu'ils craignaient que les honneurs militaires seraient rendus à la sortie de l'église. C'est ce qui s'est fait. Ouais. Les hommes cagoulés sont sortis en portant le cercueil. Et il y a M. Mancini, l'ancien préfet de police, qui se précipite et essaye d'en arracher la cagoule à un des responsables qui dirigeait le groupe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde s'est précipité pour empêcher. Ouais. Il ne fallait pas qu'il soit lynché. Ouais. Il y a Piero Poggio, pour citer son nom, qui l'a le premier protégé. Ouais, et moi, je dis à des gens qui étaient autour de moi, malgré mes appareils photo, j'ai dit protégez-le, il ne faut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Ouais. Sinon, c'était. Il aurait lâché. Il aurait lâché, ça aurait été un bain de sang. Ensuite, compte tenu, je termine sur le pont, si il y avait eu une charge des gendarmes qui étaient beaucoup plus nombreux et armés, il fallait voir, équipés. Il fallait arriver au village, il fallait un pont. Il fallait passer sur un pont. Et on avait mis 300 kilos dans la nuit. Si la charge se faisait, on gardait les gendarmes, ils ne pouvaient plus revenir sur la route. Voilà, c'est ça. On faisait sauter le pont. Mais c'est une sacrée organisation. Sacrée organisation aussi pour la cavale de Colonna, quand même, hein, que vous racontez. Alors, je ne vais pas tout dévoiler parce que les auditeurs vont lire ce livre, mais c'est vous, où vous le mettez dans une 4L d'un couple de papis, Colonna, avec quelqu'un d'autre qui a un peu aussi l'apparence de ce papy. Et comme ça, vous déjouez en fait un peu tout pour aller planquer. On est passé par la route principale où il y avait l'ensemble des forces de police. Il y en avait, mais à pas voir, par centaines. Il y avait un ouvreur de route avec un motard qui était très grand, parce que Yvan Colonna étant petit, le motard aurait été arrêté si l'homme avait été petit. Il avait un casque. Et à plusieurs reprises, vous racontez, Jean Peraldi, que Colonna, il a failli se faire coffrer, notamment quand il était employé dans un restaurant, etc. Et quand il a été interpellé, vous n'étiez plus, vous étiez en prison. J'ai été arrêté le 26 février 2000. Donc j'étais plus, après 9 mois de... Et il y a eu beaucoup d'erreurs. Énormément d'erreurs. Si vous n'aviez pas été emprisonné, vous auriez pu éviter, évidemment, qu'il y ait la capture de Colonna. Absolument. Parce qu'il ne fallait pas parler, hein. C'était ça pendant les cavales. Il fallait maîtriser les consignes de sécurité qu'il y a dans ce qu'on appelle le circuit d'une cavale. Oui, c'est ça. Si on sort de là, et si on commence à l'amener hors du circuit, là, il y a des dérives qui se font et on ne respecte plus, on tombe dans des habitudes, on peut peut-être même faire des soirées avec des amis, soi-disant, mais bon,
Ouais, et c'est ce qui s'est un peu passé, et c'est pour ça qu'il a été évidemment suivi dans cette bergerie. Dans une bergerie. C'est le dernier endroit où il fallait le mettre. Oui, parce que évidemment, les autorités, les policiers savaient très bien qu'il pouvait aller dans une bergerie. On a cru à un moment donné qu'il était en fuite à l'étranger, au Venezuela, etc. Pourquoi vous n'avez pas organisé la fuite de Colonna à l'étranger? Non, il ne voulait pas. C'est lui qui ne voulait pas. Il ne voulait pas. Et vous étiez favorable à ça ou pas? On aurait pu. Oui. Par exemple, sincèrement, le Venezuela, la Floride. J'ai vu, il y a beaucoup de liens entre la Corse et la Floride, Miami. Non, pas jusque là, mais peut-être jusque l'Amérique du Sud, certainement. Oui, certainement. Ouais. Et c'est lui qui jamais ne voulait pas quitter la Corse. Il ne voulait pas quitter la Corse, quoi. Ouais. Il était tellement attaché à la Corse qu'il ne voulait pas. Oui, et c'est ce qui a conduit à son arrestation. Un dernier mot, Joe Peraldi. Quand vous voyez la Corse aujourd'hui, il y a eu des négociations ces dernières années pour aller vers une forme d'autonomie de certaines fonctions. Quel regard vous portez, vous? Si vous voulez l'autonomie, c'est ce pourquoi j'ai milité toute ma vie, avec beaucoup d'autres. On n'était pas indépendantistes. Et comme le disait Frédéric un instant, nous n'avons jamais qu'on appelle combattu la France en tant que telle. Nous avons combattu le système d'État qui protégeait les gens qui nous faisaient vivre comme une république bananière. Ça, c'est sûr. Mais jamais la France. Ouais. Jamais. Ouais. Donc, si vous voulez... Aujourd'hui, il y a un espoir d'avoir l'autonomie de plein exercice. L'autonomie, c'est pas l'indépendance, il faut bien le dire. L'autonomie de plein exercice, si vous permettez, rapidement, il y a trois volets, trois piliers principaux. Le premier pilier, c'est le régalien, qui appartient à l'État qu'à l'État. Le deuxième volet, c'est la responsabilité partagée d'une région ou d'une île, ou ce que vous voulez, qui discutent sur les parts que donne la participation de l'État en aide et ainsi de suite. L'Europe, ainsi de suite. Et le troisième volet, c'est le pouvoir législatif. Nous pouvons utiliser les lois existantes, les modifier de façon réglementaire et les adapter aux besoins de la Corse, sans repasser par Paris. Et là, nous avons peut-être des possibilités d'améliorer... Vous pensez qu'un jour, Joe Peraldi, la Corse aura son autonomie? Pas son indépendance, mais son autonomie. Son indépendance, il n'en est pas question, et bon... Non. C'est pour être dépendant demain d'un autre pays, bon, on ne va pas aller jusque-là. Jusque-là. Merci en tout cas, Joe Peraldi, Frédéric Ploquin, confession d'un patriote corse des services secrets français au FLNC, aux éditions Fayard. On a raconté quelques-unes des histoires qui sont dans ce livre, réelles bien sûr, mais il y en a beaucoup d'autres, ça se lit, je vous le disais, comme un roman, sauf que c'est 40 ans évidemment. Alors ça va passionner les Corses, j'imagine que dans chaque foyer corse on va acheter en fait ce livre, mais pas seulement bien sûr, tous ceux qui ont suivi ce développement, enfin il y a énormément de choses, c'est très riche. Bravo Frédéric Ploquin aussi, parce que vous êtes un grand spécialiste de toutes les affaires évidemment, police-justice, oui, grande plume, et vous avez été un œil en fait assez incroyable, reporter, photographe, mais également... on forme un binôme en fait, qui fonctionne très bien. Allez, dans un instant, notre débat du vendredi, Éric Tegner et Alex Darmon, autour de Marine Le Pen dans la tourmente. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec notre débat du vendredi, Éric Tegner du média Frontières. Bonjour Éric. Bonjour. Et avec Alex Darmon de la chaîne YouTube Les Indécis. Bonjour Alex. Bonjour Patrick. Avec tous les deux, vous êtes complètement dans l'actualité, parce qu'on va aborder Marine Le Pen dans la tourmente avec son procès, les incertitudes, je le disais, pour sa candidature en 2027. Alors est-ce qu'il y a de l'acharnement ou est-ce que c'est tout simplement la justice qui passe? Et on va s'appuyer aussi sur le regard des Français à travers une enquête en fait de l'IFOP. Je disais que vous êtes dans l'actualité parce que l'un comme l'autre, vous avez Frontières, Éric Tegner, avec la une sur Marine Le Pen. Je la montre en même temps, je ne sais pas, voilà, on la voit pour ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube ou en vidéo. Marine Le Pen et Jordan Bardella qui la regarde avec un petit sourire. Ils ont accepté de faire effectivement la pause pour ce magazine. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et vous, mon cher Alex Darmon, sur la chaîne YouTube Les Indécis, c'est pas Marine Le Pen, mais quand même il y a quelqu'un qui a annoncé sa candidature. D'autre côté, oui. Yann Brossa qui a dit qu'il était intéressé par la mairie de Paris
parce qu'on sait que la succession, la chasse à la succession d'Anne Hidalgo est lancée, et donc il a déclaré qu'il était intéressé pour venir à la mairie de Paris. Candidat et candidate, quoi. Lui, il est sénateur de Paris en plus aujourd'hui. Anne Brossat, il a été adjoint au maire de Paris, à la maire de Paris encore aujourd'hui, et donc il rentre dans la course aussi. Oui, il rentre dans la course. Il va y avoir beaucoup de monde, y compris d'ailleurs peut-être Anne Hidalgo d'ailleurs. Mais c'est ça qu'on ne sait pas. C'est qu'elle désigne un dauphin, mais on ne sait même pas si elle y va ou si elle y va pas. Oui. Donc, enquête intéressante, je disais, de l'IFOP. Est-ce que le souhait, par exemple, de candidature de Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle, eh bien, vous êtes 48% pour les Français à souhaiter qu'elle soit toujours candidate. On a fait un rappel des Français en 2017. Ils étaient 41%. Comme quoi, en fait, ce qui se passe en fait aujourd'hui ne change pas grand-chose. Au contraire, même, on a l'impression que pour certains, ça la renforce. Éric Tegner. Oui, c'est intéressant votre sondage parce que d'ailleurs, même sur l'ensemble des caractéristiques sur lesquelles elle est sondée, elle est jugée compétente, etc., elle est en progression constante depuis le début. Et on sent d'ailleurs une vraie augmentation depuis 2022. Donc c'est ça qui est quand même un fait notable. Je pense que les Français, on en parlait la dernière fois, n'ont pas encore intégré qu'elle pouvait vraiment être interdite de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ça leur paraît tellement fou qu'ils se disent c'est encore une procédure où à la fin elle va s'en sortir. Et donc je pense que pour l'instant il n'y a pas vraiment d'impact. En revanche, ce qui est certain, c'est que oui, le souhait qu'elle soit candidate, ça leur semble logique. Vous savez, c'est souvent des Français qui sont pas forcément intéressés par la politique, qui connaissent pas beaucoup de responsables politiques. Donc quand on leur parle de politique, ils vont vous dire nous c'est Marine. Et donc si un jour ils arrivent, ils seraient capables, je pense pour certains, d'aller au moment du bureau de vote et de ne pas trouver son bulletin de vote et d'être choqué et surpris par ça. Et c'est cette réalité aussi dont il faut parler. Oui, Alex Darmon. Non, moi je suis pas étonné. Je suis pas étonné de ces résultats qui sont effectivement en hausse depuis 2022, mais aussi depuis 2017 certainement. On n'a pas la comparaison. Elle s'est vraiment installée dans le paysage politique. Et puis même ces résultats parlent pour elle. En 2017, je crois qu'elle finit à 33% le premier tour. En 2022, elle est à 42%. Elle est en constante augmentation. Le procès actuel doit jouer aussi un rôle sans doute, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'attitude qu'elle a depuis 2022, depuis sa réélection en tant que députée, avec son groupe parlementaire, qui, il faut bien l'avouer, ont l'attitude la plus respectueuse et normale dans l'hémicycle, il faut le dire. Je vais redonner les traits d'image associés à Marine Le Pen dans cette enquête, évidemment. Est-ce qu'elle est d'extrême droite? C'est la première question. Pour 76%, oui. Ils disent extrême droite. Oui. Bon, voilà, on va commenter. Proche des préoccupations des Français. Pour 59%, oui. Y compris d'ailleurs pour la France insoumise, 33% quand même. Bon, le Rassemblement national, ça ne fait pas de doute, mais pour les militants, 98%. Elle est attachée aux valeurs démocratiques. Est-ce qu'elle respecte donc la démocratie? 55%. Elle a une vision pour le pays, 54%. Est-ce qu'elle vous inquiète? Autre question, 52% quand même. Compétente? 51%. Sympathique, 48%. Capable de réformer le pays, je donne, et puis je termine, capable de réformer le pays, 47%. Est-ce qu'elle a la stature d'une présidente de la République? 46%. Et est-ce qu'elle est honnête? 43%. Donc ça veut dire qu'il y en a plus qui pensent qu'elle n'est pas complètement honnête. Qu'est-ce qui ressort pour vous, Éric Tegner et Alex Darmon? Alors sur la stature présidentielle, c'est là où je crois qu'elle a la plus forte augmentation par rapport aux autres éléments. Donc ça, c'est quand même un point qui est intéressant. Sur le facteur extrême droite, ce qu'il faut, c'est regarder aussi dans le détail. Dans le détail, c'est intéressant parce que l'électeur RN va le considérer également d'extrême droite, pas parce qu'il pense qu'historiquement, etc., ou politiquement, il est vraiment d'extrême droite, c'est que ce terme, il a tellement été banalisé aujourd'hui que de toute façon, on vous pose la question, on dit droite, extrême droite, pour eux c'est la même chose. Et dans l'ensemble de ce type d'enquête d'ailleurs, on voit finalement une confusion sur les termes entre droite et extrême droite, où les gens vont être jugés équivalence, ils vont autant la considérer de droite qu'ils vont la considérer d'extrême droite, donc c'est un point qui est, je trouve, intéressant, et c'est sur la compétence aussi où ça monte. Moi je pense que c'est expliqué effectivement par le fait, imaginez qu'en 2022, avant 2022, elle avait 3 députés, elle passait à 89, là elle passe à 140, et effectivement aujourd'hui elle est vue, comme elle est reçue par Michel Barnier cette semaine, elle est vue comme le pôle de stabilité quand même. Oui, c'est ça. Alex Darmon. Oui, non, mais c'était très bons résultats. Enfin, si les gens vous disent que c'est pas des bons résultats, c'est qu'ils sont pas objectifs. Oui, alors quand même, vous inquiète 52%. Mais parce que c'est quelqu'un d'extrême droite. Alors après, je sais que ça va pas plaire à Eric, mais
c'est quand même sur l'échiquier politique celle qui est le plus à droite aujourd'hui, avec son parti, sur les positions qu'elle prend, sur les propositions qu'elle prend. Être d'extrême droite, enfin moi je considère que c'est pas un gros mot aujourd'hui. Je veux dire, non, bah eux ils le considèrent comme un gros mot. Vous qui êtes centriste plutôt et centre gauche, vous considérez que quelqu'un qui est d'extrême droite c'est pas dangereux? Non mais c'est la démocratie. Si elle était dangereuse, elle pourrait pas se présenter. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont en train de faire en sorte qu'elle ne se présente pas. Donc je te remercie d'apporter justement le sujet. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je dis simplement, aujourd'hui, elle a pu se présenter depuis 10 ans aux élections présidentielles, aux différentes élections régionales, départementales, législatives. Son parti a pu s'afficher. Elle a même voulu développer une stratégie de normalisation. Voilà, malgré tout, et quand même, et c'est encore une fois, c'est un choix politique. Dans ces cas-là, Giorgia Meloni, en Italie, est aussi considérée d'extrême droite. Et on lui, d'ailleurs, elle ne Orban, et ils n'ont aucun problème avec ce terme-là. Aucun problème. Et elle est très à droite sur les politiques immigrationnistes, sur des politiques d'aide sociale. Elle est très à droite, Marine Le Pen. Alors c'est super si on peut se comparer d'un point de vue géopolitique. Viktor Orban, il a un parti à sa droite qui s'appelle le Jobbik, qui fait 15%. Ça, c'est l'extrême droite de la Hongrie. Et il la combat parce qu'aussi, il y a une histoire antisémite en Hongrie. Et il la combat extrêmement fermement. Du côté de Giorgia Meloni, on voit aussi à sa droite Matteo Salvini. Et Marine Le Pen, tout le monde le dit, à sa droite, on a un Éric Zemmour. Donc aujourd'hui, quand même, elle s'est recentrée au niveau, justement, elle est devenue une figure centrale de la droite. Et la problématique sur ce terme d'extrême droite que tu veux utiliser, c'est que d'un côté, on va avoir le côté un petit peu qui va être hypocrite, c'est pas un problème, etc. Mais c'est exactement ce qui va être réactivé, en revanche, dans un second tour. On va dire, ça va devenir tout de suite un souci. C'est pour ça que ce sentiment d'inquiétude, il est partagé, y compris par un électorat RN. Il faut pas mal le comprendre. Pas parce qu'ils auraient peur que Marine Le Pen soit présidente de la République. Ils auraient peur de ce qui se passerait parce qu'ils savent très bien qu'en face, ça va résister. Ça ne veut pas dire du coup qu'ils ont peur de la personne en tant que telle de Marine Le Pen, parce qu'ils savent qu'on réactive en permanence ce procès en fascisation qui est fait. En attendant, Marine Le Pen, c'est elle qui a rappelé son attachement à l'état de droit quand Bruno Retailleau lui-même, ministre de l'Intérieur, le remettait en cause il y a quelques semaines. C'est elle-même qui se bat pour une stabilité, qui se bat pour le référendum, donc l'attachement démocratique, ce n'est pas là-dessus, qui également effectivement a une attitude extrêmement respectueuse à l'Assemblée nationale. En fait, c'est le problème aujourd'hui. Elle veut acquérir ses lettres de respectabilité, et de légitimité. Oui, mais après, c'est pas que de la communication, c'est tous les jours en commission. Tu sais bien aussi, dans le pays, il y a des institutions, il y a des institutions qui sont là pour juger, pour donner les bons mots, les bons termes à chaque parti. Alors, ça va peut-être le Conseil d'État, le même qui bloque nos lois immigration. Non, mais le Conseil d'État dit que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite. Voilà. Alors après, tu pourrais dire dans l'autre sens, et moi je serais d'accord. Pourquoi ils disent pas pour la France insoumise que c'est un parti d'extrême gauche? Ça, ils ont refusé de le dire. Mais ça, c'est pas normal. On parle de la politisation des juges en permanence. En tout cas, le Conseil d'État aujourd'hui considère le Rassemblement national, malgré les demandes de ce parti, comme un parti d'extrême droite. Encore une fois, je pense que quand on regarde le programme, le parti, le déroulé de ce qu'ils ont envie de faire, oui, il y a encore aujourd'hui des mesures d'extrême droite. Il y a la préférence nationale à tous les niveaux. Ça, c'est l'extrême droite. Non, mais quand je te dis que c'est l'extrême droite, Joe Biden, il est d'extrême droite. Joe Biden, il est d'extrême droite. Non, mais encore une fois, les Américains démocrates, vous dites ça. Non, mais tu compares toujours les cultures qui sont pas comparables. Ah oui, d'accord. Donc en fait, tous les pays du monde peuvent faire de la préférence nationale, sauf la France. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est du patriotisme. Ça, c'est génial. Si on est en train de créer un système comme ça. Non, mais Eric, c'est pas ce que j'ai dit. Je te dis simplement. Donc Biden, il est génial, sauf sur ce côté-là, par exemple. Non, mais Trump, il va plus à droite que Biden. Ah bon, on peut toujours aller plus. Sauf que chez nous, on fait même pas du plus. Il n'y a pas du tout de préférence nationale. Tu es en train de dire que la préférence nationale en tant que telle, c'est un truc d'extrême droite. Non, c'est à tous les niveaux qu'il y a de la préférence nationale. Si tu regardes la politique du logement, il y a de la préférence nationale, de l'ultra préférence nationale. Et la préférence européenne, c'est quoi alors? Non mais ok, mais là je te parle de la France. Oui, mais non, mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, la clé c'est quoi? C'est est-ce qu'on va privilégier des gens au profit d'autres. Ok, c'est ça le côté extrême droite que tu es en train de dire. Donc il y a la préférence nationale, mais on pourrait parler de préférence européenne. Emmanuel Macron, qui est un candidat plutôt du centre, qui a parlé de préférence européenne. Alors c'était peut-être de la communication, mais il a utilisé ces termes. Est-ce qu'il est d'extrême droite? Non mais tu vois, en fait, c'est là on parle du Conseil constitutionnel. Déjà pour certains, les Européens et on parle du Conseil constitutionnel en France, et là tu me ramènes à l'Europe. Moi je te parle Conseil d'État. Conseil d'État, pardon, en France, t'as raison, et tu me ramènes à l'Europe. Moi je te parle aujourd'hui de l'échiquier politique français. Aujourd'hui, Marine Le Pen est à droite.
très à droite par rapport à des partis comme les LR, et encore que, on pourra en parler, t'as raison, mais comme plus dur sur la question migratoire. Comme Ensemble pour la République, comme les écologistes, comme tout ça. Comme de l'autre côté, c'est pareil, il faut le dire, la France Insoumise est un parti qui est à l'extrême gauche. La préférence étrangère, et c'est pas, aujourd'hui, nommer les choses, c'est pas grave. Il faut l'assumer. Je veux dire, aujourd'hui, effectivement, l'extrême droite, le Rassemblement national, a une politique d'extrême droite sur certaines choses, comme la préférence nationale, rien qu'autour du logement. On pourra en parler. Rien qu'autour du logement. C'est écrit, voilà. Donc, à partir de là, c'est pas grave, c'est pas grave. J'en sais pas si c'est pas grave, en tout cas, c'est un choix. Ce que je note, c'est qu'on peut faire de la préférence étrangère, il n'y a pas de problème de se dire qu'il faut justement essayer de donner énormément de place à des étrangers et tout. Ça, il n'y a pas de problème. En revanche, juste dire à un Français, t'as cotisé. En fait, la préférence nationale, c'est même pas quelque chose d'idéologue. C'est une question de justice, en fait. Dans une radio, dans une entreprise, tu vas d'abord privilégier ceux qui travaillent le mieux, ceux qui cotisent, ceux qui sont là depuis plus longtemps. C'est un certain nombre de règles qui paraissent logiques. C'est intéressant. On va continuer dans un instant autour de ça, du logement. Et puis, on va revenir aussi à notre question initiale. Est-ce que vous pensez que c'est de l'acharnement, là, ce qui se passe avec ce procès, les réquisitions? Bon, là, c'est pas fini. Il y a eu les plaidoiries cette semaine qui ont commencé. Ou est-ce que c'est la justice qui passe aussi? Axel, vous direz que la justice, elle est parfaite. Nous allons voir ça, la vérité en face jusqu'à 10h. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Ce réquisitoire est révoltant, car il est profondément outrancier, parce qu'il réclame des condamnations qui sont sans commune mesure avec le moindre réquisitoire de même type, allant jusqu'à demander la peine de mort politique avec exécution provisoire contre moi. Ce sentiment de révolte que je ressens profondément, des millions de Français le ressentent avec moi. C'était il y a 8 jours, hein, c'est pas une nouvelle déclaration, mais évidemment c'est ce qui a déclenché aussi des prises d'opposition avec ces réquisitions un peu partout et notre enquête là, autour de Marine Le Pen aujourd'hui sur le souhait de candidature à la prochaine élection présidentielle. Vous êtes 48% à dire que oui, vous souhaitez qu'elle soit toujours candidate à la prochaine élection présidentielle. Sauf qu'il y a une grande incertitude, quoi, évidemment, avec ce procès, jusqu'où ça ira. Alors pour certains c'est de l'acharnement autour de Marine Le Pen, pour d'autres c'est la justice, tout simplement, qui passe à l'exarment. Oui, enfin, non mais j'essaye toujours d'être objectif, malgré ce que pense Eric. J'essaye d'être objectif, et il y a une. Peut-être qu'on peut interpréter dans les propos de la procureure la semaine dernière, et c'est certain, c'est même pas peut-être, en fait, faut être honnête, une certaine forme de non-objectivité pour le coup, et d'acharnement envers la personne de Marine Le Pen. Donc elle a raison, oui, sur ses propos où elle dit « ça me ferait mal », mais enfin, si vous êtes tout à fait honnête, on peut pas être procureur de la République et dire « je peux demander la relaxe, mais ça me ferait trop mal de le faire parce que vous êtes du Rassemblement national ». Ça, c'est antidémocratique, c'est pas respectueux des institutions de la République, et même de notre pays, tout simplement. Si elle est innocente, elle est innocente. Rapporté, hein. Oui, tout le monde. Il n'y a pas la non, c'est pas enregistré. Ils n'ont pas contesté. Hein. Voilà. Ils ont su faire un communiqué sur le reste, mais pas là-dessus. Et puis surtout, tout le monde vous le dit que c'est vrai que ça a été prononcé. Bon, de ce côté-là, on peut comprendre qu'elle se sente attaquée. Bon, ça c'est un premier point. Maintenant, sur l'autre point, oui, effectivement, la justice, elle doit passer. Et je pense que tout le monde doit redescendre un peu, attendre que le procès se déroule. Là, c'est la défense depuis lundi de Marine Le Pen. Ça va encore durer une semaine. Il faut laisser le temps à la justice de faire son travail. Et nous, on est là, c'est notre rôle, on commente, on alimente aussi le débat en disant ce qu'on en pense. Mais attendons de voir le résultat final, de voir la défense finale pour se faire une vraie opinion de ce qui se passe. Et puis dire que c'est un réquisitoire dont on n'a jamais vu ce niveau-là pour des personnalités politiques. À part l'exécution provisoire, qui c'est vrai, devra répondre de la réalité des choses. Sur le reste, non, ça pour le coup, c'est pas vrai. Je veux dire, inéligibilité, plein de monde, il y a eu plein de réquisitoires pour des personnalités politiques sur de l'inéligibilité. Et on va pas refaire la liste ici. Ouais. Eric Tegner. Alors, si le but c'est d'attendre qu'il y ait la décision pour qu'au moment où on fera un débat ici un vendredi, de toute façon, Alex qui me dira la décision a été prise, hein, tu remets en cause la justice maintenant, c'est sûr que là on va être mal barré. La vérité c'est que ça serait la première fois qu'un candidat à la présidentielle, un vrai candidat, serait empêché. Voilà. On est censé être la plus grande démocratie au monde.
Et on n'est pas en train de parler de l'argent de Kadhafi et tous ces trucs où on n'est même pas au bout de plusieurs années d'enquête, au bout d'une décision de justice. On est en train de parler d'une histoire où en fait sur les fonds européens, si c'était la même règle qu'au niveau des fonds de l'Assemblée nationale française, ça ne poserait pas de problème. Ça veut dire c'est pas de l'enrichissement personnel de la part de Marine Le Pen, et Marine Le Pen continue d'ailleurs à plaider sa cause. Et surtout le problème c'est, imaginons là, elle ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Finalement elle gagne en appel ou en cassation après, et qu'on dit du coup vous n'êtes plus inéligible. Mais les gens, c'est absolument scandaleux aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, va faire reculer la démocratie, ne va faire gagner personne, va pousser justement à une radicalisation des esprits. Et moi, je trouve que Marine Le Pen, pour le coup, a raison de se battre. Elle a raison de sortir de la naïveté, parce que le procureur, en ce moment, ce qu'on lui reproche, c'est pas ce qu'il pense, c'est pas ce qu'elle pense, c'est qu'elle l'ait dit. Oui. Heureusement qu'elle l'a dit, parce que sinon quand il y a des gens comme moi qui disent les juges ils sont politisés, etc., c'est encore de la démagogie, mais ça j'ai jamais dit que les juges n'étaient pas politisés. Elle se fait critiquer uniquement parce qu'elle le dit, mais ils le pensent tous, ce genre de choses. Juste Eric, pour te répondre, tu peux pas dire que c'est pas une affaire où il n'y a pas eu de travail, il n'y a pas eu d'enquête, ça fait 6 ans. Donc tu compares ça à Kadhafi, c'est pareil, il y a eu des années d'enquête, des années de travail, et après il y a eu un procès, ou en tout cas une mise en examen avec Nicolas Sarkozy et les personnes qui étaient autour de lui. Là c'est pareil, ça date de 2016. Et je veux dire, il y a des faits. C'est quelque chose, c'est une enquête qui a été lancée par le socialiste Scholz au niveau européen en alliance avec Christiane Taubira, socialiste. Ça veut dire que de base, moi j'adore la justice quand elle est lancée par des ministres politisés socialistes. Je l'adore moi, cette indépendance. Ça veut dire que moi je pensais qu'il y avait un juge un jour au fin fond d'une bibliothèque qui se disait je suis là pour la justice, qui voit quelque chose pas bien, qui lance une enquête. Mais non, on est dans un pays où en fait ce sont les principaux adversaires qui donnent l'enquête, qui donnent les accusations et qui après prétendent être indépendants parce que de toute façon ils ne donnent plus de consignes. C'est sûr, vu que tous les juges ils sont de gauche, ils vont suivre exactement ce qu'ils sont en train de dire. Eric, ceux sur ces sujets-là, oui. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de politisation de la justice. Ça, j'ai pas de débat, j'en ai fait un documentaire où j'ai suivi pendant 3 ans l'ancien garde des Sceaux, et où oui, effectivement, quand on s'y intéresse un petit peu, on peut se poser des questions. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, sur le fait qu'il y ait une enquête et tout, j'ai été objectif en reconnaissant que la procureure, et c'est vrai, n'avait pas tenu ce genre de propos. Il faut aussi être objectif pour dire que dans le dossier, il y a quand même des éléments. Mais je l'ai dit, moi. Si jamais elle était qui peuvent dire que il y a eu pas détournement de fonds, parce que je vais pas aller jusque là, mais en tout cas l'utilisation de fonds qui n'étaient pas destinés à avoir leur vrai rôle. Le vrai sujet, sans perdre évidemment les auditeurs, le vrai sujet, c'est est-ce que c'est quelque chose d'organisé pour lequel Marine Le Pen aussi justement est complètement impliquée. C'est ce qui a fait les différences de réquisitoire, par exemple, vis-à-vis de François Bayrou. Oui, effectivement. Donc ça, c'est un sujet. C'est aussi le rôle des députés européens. C'est pas parce que Libération va faire un papier pour montrer qu'il y a eu entre guillemets de la triche sur un côté que ça veut forcément dire que c'est Marine Le Pen qui l'a organisé. Et ensuite, chef de parti et député européen. Le deuxième élément, c'est un débat. On est là pour ça aussi. Nous, pour le coup, on n'est pas juge, on n'est pas député, etc. C'est est-ce qu'à un moment on doit être dans un pays où en fait, pour ce type de choses, on empêche les Français de décider. C'est le seul moment où ils peuvent décider. Non mais ça, tu as raison. Et sur des choses rétroactives en plus, parce que c'est rétroactif. Oui. Mais donc merci à tous les deux. Alex Darmon, la chaîne YouTube Les Indécis, vous pourrez revoir cette interview donc de comment s'appelle-t-il déjà Yann Brossat. Yann Brossat, candidat à la mairie de Paris, bien sûr. Et puis Frontières avec vous, Éric Tegner. À cœur ouvert, il nous raconte en kiosque. Jordan Bardella, Marine Le Pen. C'est vrai, j'ai lu effectivement certaines choses. Il raconte, il n'y a pas de secret, mais il y a quand même beaucoup. Enfin, c'est l'état d'esprit plutôt. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman, ça continue, Alexis Poulain ce midi et toutes les émissions, les vraies voix et bien sûr le match de rugby ce soir avec l'équipe de France. Donc vous coupez le son de la télé. Si vous regardez la télé, vous mettez le son Sud Radio. On est d'accord ? On est d'accord. Allez, bon week-end.